Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. C'est une première mondiale. Un patient de l'hôpital de Marie-Galante subit un examen du cœur depuis le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Il s'agit de la télé-échocardiographie, une machine qui permet de dépister les personnes en insuffisance cardiaque à distance. Isabelle Hameau assistait à cette première mondiale. Et en Martinique, un baron de la drogue a été libéré ce matin par un commando lourdement armé. L'homme originaire de l'Uruguay subissait des soins à l'hôpital de la Ménard à Fort-de-France. Les précisions de nos confrères d'ATV Martinique dans un instant. Et nos habitudes de consommation changent. Cette année, près de 500 000 Antillais-Guyanais ont réalisé au moins un achat sur Internet. Les achats en ligne explosent aux Antilles. Comment éviter de se faire arnaquer? Linda Carrercy a épluché pour vous le guide des achats de la direction de la concurrence. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Nous ouvrons cette édition sur ce fait divers digne d'un film hollywoodien. Ce matin, un commando lourdement armé est intervenu pour libérer un baron de la drogue uruguayen détenu à la prison de Ducos en Martinique alors qu'il subissait des soins à l'hôpital de la Ménard à Fort-de-France. Les précisions de Caril Chassol et de Michelet François. C'est lors d'une extraction médicale que cet homme d'origine uruguayenne et âgé de 60 ans, détenu au centre pénitentiaire de Ducos, s'est évadé. 3 individus armés et avec un fort accent hispanique ont braqué les agents pénitentiaires devant les urgences du CHU Pierre Zobda Kitman. Ce matin à 9h20, au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, un commando lourdement armé d'origine hispanique attendait une escorte médicale assurée par les personnels pénitentiaires afin de permettre l'évasion d'un gros baron de la drogue d'origine uruguayenne incarcéré au centre pénitentiaire de Ducos, prévenu, non condamné, et qui risquait de nombreuses années de prison et dans le cadre des opérations de l'OCRTIS basées en Martinique. Une évasion préparée minutieusement, les complices étaient donc bien informés, ce qui ne surprend nullement Patrick Louvounou. Il ne fait aucun doute à qui que ce soit que ce détenu était en contact téléphonique avec ce commando et que c'est une préparation, une organisation militaire préparée de longue date et que tous ceux qui auraient pu se trouver sur le chemin de ce commando auraient perdu la vie aujourd'hui. Même les patients du CHU qui n'avaient rien à voir avec cela. Donc, probablement que ce détenu avait un portable ou communiquait par voie de portable avec ce commando pour préparer cette évasion à ce point minutieux. Donc il est clair que ce détenu communiquait. Les forces de police ont rapidement mis en place un dispositif de recherche afin de localiser le prévenu et ses complices. En Martinique toujours, 2 ans après sa mort, les autorités tentent toujours de faire la lumière sur le meurtre de Francette Pierre-Émile. Souvenez-vous, l'enseignante avait été retrouvée morte sur la route de Didier à Fort-de-France. Un drame qui avait mis la Martinique tout entière en émoi. Cet après-midi, le juge d'instruction a ordonné une nouvelle reconstitution en présence de Philippe Ponsard, le seul suspect mis en examen pour meurtre dans cette affaire. La chronologie des faits expliquée par Anaïs Gall et Michelet François d'ATV Martinique. Avocats des 2 parties, procureurs, forces de l'ordre, psychologues et bien évidemment Philippe Ponsard, le meurtrier présumé. Ils sont tous là pour cette nouvelle reconstitution du meurtre de Francette Pierre-Émile. Un peu plus loin, son mari observe les allées et venues. Il espère connaître enfin toute la vérité. C'est invivable de ne pas comprendre. C'est ça qui nous permettra de tourner la page, mais en attendant, on se pose 10 000 questions, on évoque toutes sortes de possibilités, on pense à tout, on peut tout imaginer. Et ça fait que c'est quelque chose qui reste dans l'esprit en permanence. Pour rappel, en décembre 2014, Francette Pierre-Émile est d'abord portée disparue.
Alors que l'enseignante doit assurer un cours, son absence interpelle. Les jours suivants, de nombreuses battues sont organisées pour tenter de la retrouver. Ce n'est finalement qu'une semaine plus tard que son corps est localisé en contrebas de la route de la Trace. L'auteur présumé du meurtre serait Philippe Ponsard, son ex-beau-fils avec qui la victime entretenait des relations tendues suite à la rupture entre lui et sa fille. En octobre dernier, Mélanie avait accepté de se confier face à nos caméras. On est tombé de haut quand même. C'est-à-dire que quand on a commencé à se dire qu'il y a quelqu'un impliqué, on a réfléchi, on s'est dit bon, qui ça pourrait être, avec qui elle pourrait avoir de problèmes. Mais comme on disait un petit peu plus tôt, c'était quelqu'un de super gentil. Elle n'avait jamais eu de problème avec qui que ce soit, en tout cas pour en arriver là, je veux dire, c'était impossible. Donc c'est vrai que quand en plus on s'est dit que c'est quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un qu'on avait accueilli chez nous, etc., la première question c'était pourquoi ? Et honnêtement, jusqu'à présent, on n'a pas de réponse à cette question. Un geste que le principal suspect n'a jamais expliqué et dont les circonstances restent floues. La reconstitution de cet après-midi permettra peut-être d'en savoir plus sur le déroulement précis des faits. Retour en Guadeloupe maintenant. Les Marie-Galantais qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque n'auront plus besoin de se rendre au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre pour se faire dépister. Le personnel soignant a expérimenté pour la première fois la télééchocardiographie, c'est-à-dire une machine qui permet de pratiquer les échographies du cœur à distance. Une première mondiale suivie par Isabelle Hameau. Dans cette salle, le docteur Hydreville, cardiologue, examine ce patient situé à Marie-Galante. Cette machine, appelée Mélodie, équipée de bras robotiques, permet au médecin de réaliser l'examen du cœur à l'aide de cet engin, permettant la manipulation à distance. Le cœur est de taille normale, il se contracte très bien. Donc tout va bien. Vous pouvez rester à Marie-Galante. Résultat satisfaisant pour ce patient, cette technologie permet de dépister les personnes à risque et de diagnostiquer celle atteinte d'insuffisance cardiaque. Cette pathologie est l'une des urgences la plus fréquente à traiter au CHU. C'est un besoin très fort puisque 49% des urgences cardiologiques, c'est de l'insuffisance cardiaque. C'est une grosse épidémie. La plupart des patients qui ont des problèmes cardiaques, ce sont des patients qui sont hypertendus, diabétiques. Vous savez que 25% de la population est hypertendue, que quasiment 10% de la population est diabétique. Et on sait que lorsqu'on a ces deux facteurs de risque, il y a vraiment un fort risque de développer une maladie cardiaque et en particulier une insuffisance cardiaque. Et le seul examen qui permet de diagnostiquer de façon assurée l'insuffisance cardiaque, c'est l'échographie cardiaque. Mélodie est une machine simple d'utilisation et révolutionnaire, un résultat de 15 années de recherche et de développement basé sur la médecine spatiale. Le principe de Mélodie est très simple, c'est qu'on imagine tout simplement une main qui est déployée à distance avec un bras qui ferait 100 km, 1000 km, mais l'expert doit avoir la sensation d'avoir sa main à distance, comme s'il était sur le malade. Voilà un petit peu comment je l'explique quand je veux l'expliquer simplement. Robot haut de gamme d'une valeur de 130 000 €. L'expérimentation pourrait s'étendre d'ici 2017 dans les autres îles de l'archipel et à l'ensemble de la Caraïbe. Au chapitre politique, la présidente du conseil départemental était en visite à Sainte-Anne aujourd'hui. La collectivité s'est engagée à accompagner financièrement la commune de Christian-Baptiste concernant plusieurs chantiers, notamment le gymnase de Deauville. Les détails avec Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Dinan. En visite à Sainte-Anne, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, et le maire Christian-Baptiste ont débattu sur les grands chantiers à entreprendre dans la ville, tels le clocher de l'église ou les routes communales d'intérêt départemental, ou encore le domaine culturel avec la bibliothèque multimédia. Le département s'est engagé. Le financement des travaux sera étalé sur 2 ans. Sur les 2 ans à venir, il faut compter à peu près 1 200 000 €. Déjà, ne serait-ce que pour 2016, c'est quand même 450 000 €. Et donc, vous voyez que ce sont des sommes qui sont conséquentes. Et comme je dis à Madame la Présidente, nous savons tous que toutes les institutions, nous sommes dans une économie où l'argent est rare et difficile. Nous avons tous des contraintes budgétaires. Donc, je peux dire qu'avec ce montant-là, nous allons faire au mieux. Et nous allons aussi définir quelques priorités qui vont dans le sens de l'intérêt général pour répondre à l'attente de nos populations. Le contexte de crise budgétaire touche de plein fouet les collectivités, la quasi-totalité des communes est en déficit. Il est donc essentiel de leur venir en aide, d'où l'augmentation de la dotation du fonds d'aide aux communes dont a bénéficié la ville de Christian-Baptiste
de même que 5 autres communes du département. Nous devons parler solidarité, nous devons parler de mutualisation et nous devons accompagner donc les communes dans leurs projets, malgré nous connaissons aussi la situation financière, il l'a rappelé, de certaines communes, dont la sienne. Donc je me devais d'être là aujourd'hui. Je ne passerai pas en revue tous les sujets que nous avons traités aujourd'hui, mais je crois que ce qui était important, de se dire qu'il y a des besoins, il y a des ambitions pour la population. Et un des volets abordés lors de cette réunion, et non des moindres, la richesse culturelle de Sainte-Anne, un patrimoine considérable qu'il faut répertorier et accompagner dans un premier temps à hauteur de 15 000 €. 86 millions, c'est le montant qui sera alloué en faveur de la coopération caribéenne à la Guadeloupe, la Martinique et à Saint-Martin. Une enveloppe provenant du programme de coopération territoriale européenne nommé Interreg. Le lancement officiel aura lieu d'ailleurs à Sainte-Lucie la semaine prochaine. Je vous propose d'écouter à ce propos le directeur du programme Interreg, Gilles Bajazé. Il est interrogé par Isabelle Hameau. Alors à Sainte-Lucie, nous avons une grosse manifestation avec 3 journées de travail. La première est destinée à la réunion du comité de suivi. En fait, c'est l'instance de pilotage stratégique du programme qui aura pour vocation d'examiner un peu l'état d'avancement du programme. La seconde journée sera consacrée à la sélection des projets que nous avons reçus suite au lancement de notre appel à projet. Et la dernière journée sera consacrée à une manifestation symbolique de lancement officiel du programme. Et cette manifestation va réunir l'ensemble des parties prenantes du programme, ainsi que les partenaires caribéens, ainsi que le grand public qui est invité, dans la mesure de ses possibilités, à aussi prendre part à cet événement d'importance. On en est à la 3e génération de programme Interreg, puisqu'il y a un Interreg 2000-2006, un Interreg 2007-2013. Et c'est vrai que nous avons eu, durant ces 6 ans, des projets exemplaires dans tous les domaines, la santé, le tourisme, la recherche, la gestion des risques naturels, la formation, l'innovation. Donc on a effectivement un pool de projets qui est assez intéressant et qui convient de valoriser. Les agents du nettoyage affiliés à l'UGTG ont mis leurs menaces à exécution aujourd'hui. Ils ont planté leur piquet de grève ce matin devant l'hôpital de Choisy à Gosier. Ils dénoncent des illégalités de traitement salarial ainsi que le recours abusif de CDD par cet établissement. Patrick Curie et Moïse Dexter ont pu recueillir sur place la réaction du chef de file du mouvement, Patrice Guillaume. L'Union patron nettoyage ici, c'est Jean-Marc Vautier, vers Société Hygiène 97. Et aussi là, il y a intégré aux camarades parce que faut qualifier contrat de travail CDD là, il n'est pas bon, il faut qualifier. Nous avons les conditions de travail à revoir et la classification, puisque nous avons un établissement de santé. Aussi là, les personnels qui ont nettoyé, ça la dialyse. Nous avons qualifié ça de main-d'œuvre à bon marché. Donc nous avons demandé la classification des camarades, qu'on va prévoir la convention collective là. Et c'est pour ça que nous venons là. Et mise en place des élections représentatives du personnel à Hygiène 87 parce qu'elle est patinée. Et aussi au niveau à branche là, c'est pour ça que restant secteur la rapporté revendication dans le des camarades à Hygiène 97 d'avoir nous écrit les patrons des pieds en mai assis la formation des branches et pour le monde pour répondre. Ça nous y a à déplorer parallèlement ici dans le jour là, c'est que nous avons marqué que responsable d'exploitation à Hygiène 97 qui a fait des stagiaires au travail en plaçant les salariés qui sont en grève. Donc nous voyons direction à la clinique pour ça, dénoncer ça. Et ça, nous avons qualifié ça dans son abomination. Donc nous avons exigé que nous signions contre assis la formation. Donc en ce sens-là, j'en ai 2-3 patrons qui ont crié nous, qu'on m'a vent à TNN, puisque là aussi nous avons des dossiers à Kazaï. Il est d'accord pour faire la formation des branches. Donc nous allons atteindre. Ce samedi 10 décembre célébrera l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les pays membres de l'ONU. Entre l'idéal commun à atteindre par toutes les nations et la réalité, beaucoup reste à faire. Aux États-Unis, l'année 2016 a battu le record du nombre d'Américains noirs tués par la police. C'est le thème qu'a choisi la Ligue des droits de l'homme, section Guadeloupe, pour commémorer cette journée. Maître Hubert Jabot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme, section Guadeloupe. Pointe-à-Pitre. Les Guadeloupéens seront invités samedi matin à 9h à l'Université des Antilles à échanger autour de cette problématique, les violences policières aux États-Unis face aux droits fondamentaux des Afro-Américains, en présence d'universitaires américaines venues spécialement pour l'événement. Tout à fait. Paulette Richards. Cet événement aura lieu en collaboration avec le CORECA et la Maison de la Citoyenneté. Expliquez-nous les raisons qui vous ont justement poussé à choisir ce thème, cette problématique américaine en commémoration à cette journée. Très simplement.
Depuis plus de 10 ans, nous célébrons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et nous avons exploré différents thèmes. Cette année, nous avons pensé qu'il était important parce que nous avions été choqués par les assassinats, les violences gratuites réalisées aux États-Unis, et cela nous a interpellés. Nous nous sommes dit, mais nous pourrions effectivement explorer ce thème-là dans la mesure où précisément la question de l'universalité des droits se pose également aux États-Unis. C'est une démocratie sans doute, mais c'est une démocratie imparfaite. Et il est question pour nous d'y aller, de nous poser des questions, de nous interroger sur les causes, le pourquoi d'une violence aussi excessive à l'égard, effectivement, des Afro-Américains. C'est pour cette raison que nous avons choisi ce thème. Pourquoi interpeller les Guadeloupéens? Quel est le message que vous avez envie de transmettre ou la réflexion que vous avez envie d'amener? Le message est très simple, c'est-à-dire nous célébrons la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un texte qui n'est pas un texte contraignant, ce n'est pas un texte de loi, mais c'est un texte qui a une valeur symbolique extrêmement importante, qui pose la problématique de la dignité de l'homme, des libertés et évidemment du développement de la citoyenneté. La Ligue existe depuis quelque temps en Guadeloupe et nous avons pensé qu'il était nécessaire de réunir les Guadeloupéens pour démontrer que précisément on n'a pas le droit de rester dans son petit carré. Il est question également de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à des textes internationaux qui permettent de penser que précisément nous avons un devoir citoyen à mettre en avance pour évidemment comprendre les problèmes qui se posent et assurer le développement de notre propre société. Car il y a aussi des problèmes en Guadeloupe. Les problèmes ne se posent pas uniquement à l'extérieur. Nous avons également des problèmes en Guadeloupe et notre réflexion, c'est de dire que nous avons un outil extraordinaire qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous permettent effectivement de savoir ce que nous pouvons faire dans des circonstances particulières lorsque les droits sont bafoués. Et des circonstances particulières, on en a connu, pas forcément toujours en Guadeloupe, mais également au niveau national. Est-ce que vous y voyez un parallèle avec la France, avec l'affaire d'Adama Traoré, ce jeune garçon qui est mort dans des circonstances encore floues, après avoir été interpellé par la gendarmerie? Tout à fait. Je dirais qu'il y a un parallèle extrêmement étroit à faire entre ce qui s'est passé, ce qui se passe aux États-Unis et la mort d'Adama Traoré. Car là aussi, le point commun, c'est la violence exercée par les forces de l'ordre. Nous n'accusons personne, nous constatons simplement que des violences ont été organisées, que des violences ont été entreprises à l'endroit de l'individu qui n'était ni armé, qui n'était pas dans une situation de provocation. Il a été arrêté, certes, mais on le retrouve mort. Qu'est-ce que l'on peut dire après cela? Quelle est l'action de la Ligue des droits de l'homme dans ce cas? La Ligue des droits de l'homme accompagne souvent la famille dans des opérations, dans des cas de cette nature, et conseiller pour tenter de mobiliser le mieux possible les avocats qui sont en mesure de faire la part des choses ou d'aider la famille à comprendre, à enquêter de manière à ce que précisément des actes de cette nature ne restent pas impunis. Car c'est l'indifférence des gens qui fait que précisément nous avons le sentiment que finalement c'est tout ceci banal, c'est d'une banalité affligeante que par conséquent il n'y a plus rien à faire. Non, il faut que nous résistions, puisque la défense des droits de l'homme, ça ne se conjugue pas au passé, ça se passe au présent. Donc il faut absolument que nous résistions et que, pour reprendre l'expression de Stéphane Hessel, il faudrait que nous nous indignions lorsque nous rencontrons des situations comme celle-là. Maître Jabot, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que cette conférence débat aura lieu ce samedi à 9h à l'Université des Antilles, à l'amphithéâtre Le Point de la Faculté de droit. Autre sujet qui devrait vous intéresser, que pensez-vous des couvre-feux pour mineurs? C'est une question que nous allons débattre. Nous allons débattre, il y a des pour, il y a des contre, mais il est question, n'oublions pas, il existe une convention, la Convention des droits de l'enfant. Il nous faut également utiliser ce texte pour comprendre dans quelle situation nous allons nous trouver, puisque tout est question de liberté. Il ne faudrait pas que nous piétinons les libertés au profit de la sécurité chaque fois
où cela n'est pas nécessaire. En tout cas, de plus en plus de maires ont recours à ce moyen. Le dernier exemple en date n'est pas très loin. C'est celui de la maire de Cayenne en Guyane qui a élaboré une stratégie répressive avec les services de l'État pour lutter contre la délinquance. Nous avons souhaité savoir ce qu'en pensent les Guadeloupéens. Condamnent-ils ce moyen ou au contraire, y sont-ils favorables? On écoute leurs réponses. On regarde ensemble. Errer dans la route trop tard, filles comme garçons, ouais, ça éviterait tout ça. Parce que maintenant c'est dangereux en fait. Parce que souvent les enfants sont livrés à eux-mêmes et 15 ans n'est pas toujours responsable, raisonnable surtout. Ben, moi je trouve que c'est excellent parce que avec tout ce qui se passe maintenant dans le pays, enfin même dans tous les autres pays, ben, c'est mieux comme ça parce que les adolescents, maintenant il y en a trop qui sont dans la rue. C'est aux parents de donner une éducation aux enfants pour qu'à 15 ans, normalement à 15 ans, un jeune il ne doit pas être très tard dehors. Maintenant ils sont de plus en plus nocturnes en fait. Donc ouais, ça serait bien, un couvre-feu, ça serait bien comme ça, ils seraient chez eux et peut-être qu'ils feraient leur leçon, je sais pas. Il y a des jeunes là qui sont à 1h, 2h du matin là. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font à 1h, 2h du matin là. Et franchement, il y a des gens vraiment pas très fréquentables, vous voyez. Donc c'est pour ça que moi, je regroupe 22h, 23h. Parce qu'ils ne devraient pas être dans la rue à 7h aussi, à 1h tardive. Et ça empêche d'apprendre à l'école. Et c'est important. Moins de délinquance aussi et qui ne seront pas trop tentés à faire n'importe quoi. Bon, étant donné qu'ils sont mineurs, ils n'ont que 15 ans. Bon, moi je pense que bon, ce serait c'est leur enlever leur liberté déjà. Franchement pour moi, oui. 21h, 22h. Beaucoup d'enfants de moins de 15 ans justement qui traînent et qui se trouvent confrontés à des personnes adultes, certes, mais qui ont des mœurs un petit peu hors normes. Je pense qu'une personne de 15 ans n'a rien à faire dehors au-delà d'une certaine heure. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout le soir, beaucoup de meurtres, beaucoup de violences. Donc, pourquoi pas essayer pour voir s'il y a un léger mieux, pourquoi? Ben, c'est bon, comme ça il y aura moins de violence, il y aura moins de délinquance. Au moins, ça évitera que les jeunes traînent dans la rue. Oui, parce que déjà à 15 ans, on est mineur. Et déjà avec tout ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire dans le monde même, c'est-à-dire ce serait bien que pour les enfants à 15 ans, que les enfants se trouvent chez leurs parents. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Guide pratique pour faire vos achats de Noël sur Internet en toute sécurité. Et puis nous irons en Guyane où a été inauguré le premier centre de rééducation pour enfants et adolescents. Et oui, c'est une première en Guyane. Un centre de rééducation pour enfants et adolescents a été inauguré ce matin. L'établissement qui pourra accueillir 15 enfants a été placé dans la capitale. Reportage Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Les services du tout nouveau centre de rééducation pour enfants et adolescents sont nombreux. Kinésithérapie, ergothérapie et même une salle dédiée à l'accompagnement scolaire est disponible. Le but, c'est aussi bien de faire de la rééducation, comme vous dites, de soins médicaux, avec des séances de kinésithérapie, une prise en charge médicale et paramédicale, mais on a comme mission également dans un centre de rééducation de préparer la réinsertion dans la vie normale. Donc c'est-à-dire soit par rapport à la scolarisation de l'enfant, soit quand on arrive sur des périodes d'adolescente, de suivre une scolarité normale tout en ayant un parcours de rééducation assez défini, puisque c'est très programmé. Aménagé par la société HAD Guyane, ce centre de rééducation pour enfants et adolescents est le premier de son genre sur la zone anti-Guyane. Il offre une possibilité de prise en charge qui jusqu'à maintenant nécessitait des transferts en Martinique ou en métropole. Les enfants étaient transférés principalement en métropole et le fait d'avoir une structure qui démarre par l'hôpital de jour permet d'éviter justement ou de raccourcir des hospitalisations en métropole dans des centres très spécialisés et évite d'avoir un déracinement familial, parfois même des déracinements culturels qui est parfois très compliqué à gérer. Dans cet établissement, il est prévu l'accueil de 15 enfants au maximum de 1 mois à 18 ans, nécessitant des soins et de la rééducation. L'accent est mis sur la pluridisciplinarité. Une équipe de plusieurs experts accompagne les patients. Des professionnels de la rééducation et de la réadaptation, kinés, ergo, psychomotes, infirmières puéricultrices, auxiliaires puéricultrices. Nous avons également une diététicienne, une psychologue, une art thérapeute. Et nous accueillons également une de mes consoeurs, une pédiatre en pédiatrie générale. Le centre Les Coulicous ouvrira ses portes en janvier 2016 et déjà les demandes sont nombreuses.
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire vos achats sur Internet. Plus de 500 000 Antillais-Guyanais l'ont fait cette année. Pour éviter les arnaques, la Direction de la concurrence et de la consommation a publié un guide d'achat. Lina Kayarsi a relevé quelques conseils judicieux. Tout d'abord, un chiffre. Selon l'Observatoire des usages Internet Antilles-Guyane, en 2016, près de 500 000 Antillais-Guyanais avaient déjà réalisé au moins une fois un achat sur Internet, soit près de 94 000 cyberacheteurs de plus qu'il y a 2 ans. Cependant, pas question d'en oublier toute vigilance. Première étape, bien choisir le site sur lequel vous effectuez vos achats en préférant un site français ou européen. Il offre davantage de garanties que ceux installés hors Union européenne qui n'indiquent pas toujours les droits de douane et de TVA. Sachez enfin qu'un site en FR peut légalement ne pas être édité par une société française. La lecture des mentions légales permet de lever toute ambiguïté. Avant toute commande, il est recommandé de contrôler que le site n'est pas purement virtuel, mais qu'il y a bien une entreprise réelle derrière celui-ci. La e-réputation peut être vérifiée en recherchant le nom du site ou du produit sur un moteur de recherche, éventuellement associé avec le terme arnaque. Autre conseil, prenez le temps de comparer non seulement le coût du produit, mais aussi sa disponibilité, le délai de livraison et les services annexes proposés. Plusieurs moyens de paiement sont proposés aux consommateurs, notamment le paiement par carte. Avant de payer, assurez-vous que la page est bien sécurisée. Parfois, un cadenas fermé apparaît dans la fenêtre du navigateur. Il est important de vérifier que le montant débité sur son compte correspond bien à la commande effectuée. À la livraison du colis, vous devez vérifier l'état de la marchandise. S'il n'est pas conforme, vous pouvez le refuser et exiger une nouvelle livraison et évoquer la garantie légale de conformité. Enfin, une fois la livraison effectuée, vous disposez de 14 jours pour informer le vendeur de votre décision de vous rétracter sans vous justifier et sans avoir à payer de pénalité. En cas de litige, si votre achat n'a pas été livré dans les temps, s'il est arrivé détérioré ou cassé, rassemblez le maximum d'informations afin de constituer un dossier. Contactez dans un premier temps le service client du vendeur. Si le litige persiste, faites-vous aider par une association de consommateurs ou encore un conciliateur de justice, une démarche gratuite. Et voilà, des informations fortes, utiles en cette période. Et puis place aux informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau. Si vous habitez Capesterre-Belle-Eau, Saint-François et la Désirade, des coupures sont prévues dès ce soir 22h jusqu'à demain matin 6h. Afin de faire face aux difficultés de production d'eau potable, des délestages sont prévus sur le réseau de Belle-Eau-Cadeau. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée du Charmois de Saint-Claude de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou nous envoyer un email à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais on se retrouve dans un court instant, tout de suite, juste avant de retrouver Eddy Planté pour Questions Directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.